Bienvenue dans Volte-Face, la Torah et ses faces, dans un podcast. Aujourd'hui, je suis entourée de Bella et de Alisa. Salut Ethel. Dans l'épisode précédent, consacré à Rivka, l'insurgée de l'ombre, nous avons terminé par une découverte qui a chamboulé notre étude. Rivka, contrairement à ce qu'on pensait, ne serait peut-être pas le personnage principal, celle qui orchestre l'échange entre les deux frères. Car, bien avant son entrée en scène, Yaakov, son deuxième fils, se met en action pour renverser déjà le cours de l'histoire. Épisode 2, Yaakov, l'aîné manqué. En lisant cet épisode, nous trouvons un immense dilemme. Du verset 27, qui pour la première fois décrit deux tempéraments différents pour chaque frère, on apprend que Yaakov était, je cite, Ishtam Yoshev Ohalim, un homme simple, assis dans les tentes. Pour Rashi, cela veut dire qu'il était un homme qui ne savait tromper. Pour Ibn Ezra, commentateur du XIe siècle, un homme d'intégrité. Tout l'inverse de son impie de frère. Pour le Sforno, commentateur du XVe siècle, il étudiait dans une tente qui le rapprochait de Dieu. Pour le Radak, commentateur du XIIIe siècle, il était un introverti qui absorbait le plus possible de connaissances de toutes les personnes qui croisaient son chemin. On nous dresse alors le portrait d'un homme réservé, intègre, droit et surtout qui aime et recherche la vérité. Très bien, mais avançons dans le récit. Yaakov va agir tout d'abord au sud de son frère. Tout à sa cuisine d'un plat de lentilles, il le voit un jour rentrer exténué et affamé de sa chasse habituelle. Pour une fois, lui, le cadet, le réservé, possède quelque chose que son frère l'aîné désire. Il saisit alors cette occasion et lui propose de réaliser un contrat étrange. Ce plat fumant de lentilles contre son droit d'aînesse. Un objet à la valeur temporaire, matérielle, désuète, contre un lot de droits et de devoirs éternels. Certains ont vu ici un comportement opportuniste et trompeur de la part de Yaakov, car il profite de la faiblesse d'un frère affamé. Seulement le texte stipule bien que Esav, je cite, méprisait sa Bechora, son droit d'aînesse, et les deux agissent en pleine conscience. Mine de rien, l'image donnée au départ de Yaakov se trouve quand même quelque peu ternie. Mais c'est ensuite qu'il devient quasiment impossible de conserver cette image de juste. Aidé de sa mère, Yaakov a profité que son père, aveugle, souhaite donner la beracha à son aîné sur son lit de mort. Esav va partir à la demande de son père pour chasser du gibier, et Yaakov va revêtir des peaux de bêtes pour paraître aussi poilu que Esav. C'est lui qui se présente en premier à la tente de son père, pour lui apporter un plat. L'objectif est simple, obtenir la bénédiction de l'aîné auprès du père. Yaakov est alors le rusé, le trompeur, puis le menteur. Tout l'inverse de ce qu'on nous a enseigné à l'école, les filles. Est-on un homme de vérité quand on trompe, qu'on vole et qu'on ment? À quoi a servi la vente du droit d'aînesse si Yaakov doit ensuite quand même mettre en place un stratagème pour obtenir la bracha de son père? N'était-ce qu'un jeu d'enfant sans importance? Je rappelle qu'ils avaient, d'après les Mefarchim, 15 ans à l'époque. Pourquoi Yaakov, qui craint d'être maudit par son père s'il apprend la supercherie, n'est à aucun moment puni alors qu'il le méritait? Yaakov agit-il comme un futur patriarche conscient de son destin, ou plutôt comme un frère désireux d'hériter à la place de l'aîné? Dis-moi ce que t'en penses, Alisa. Alors moi aussi je me suis penchée sur cette question-là, de l'importance de cet épisode, et j'ai trouvé deux commentateurs sur ce sujet. Il y a Rashi, commentateur médiéval, qui explique que Yaakov pense qu'à partir de ce moment-là, son frère, Esav, n'est plus apte à avoir cette Bechora, ce droit d'aînesse. Car en sa qualité de Bechor, il est censé apporter les sacrifices au temple. Ça c'est avant le Chet Hagel, donc avant la faute du veau d'or. Et ça, à ce moment-là, il y a un comportement un peu spécial, un peu dévergondé. Et Yaakov se dit, mais il est plus apte à avoir cette Bechora. Il pense aussi, donc à mon avis, c'est que la bracha et la Bechora sont liées, et donc il ne peut plus être digne justement de cet héritage. Mais en tout cas, ce que Rashi dit, c'est de sa fonction. Il ne peut plus posséder cette Bechora-là. Et donc, il y a un deuxième commentateur, on va dire un auteur, qui est le grand rabbin britannique Lord Jonathan Sacks. Et il explique dans son livre Not in God's Name, que je vous invite à lire d'ailleurs, que Yaakov était jaloux de son frère Esav. Et cela, on le voit depuis la naissance. Donc, on connaît tous l'épisode où il s'accroche au talon de son frère au moment de la naissance. Et d'ailleurs, Rashi, qui explique que, par une explication imagée, on a un tuyau un peu étroit. On va introduire deux pierres. La première pierre qui va être introduite va sortir la dernière, et la dernière sortira la première. Yaakov a été conçu le premier. Il souhaite sortir le premier, mais c'est impossible, biologiquement. Donc, encore une fois, il souhaite avoir quelque chose qu'il n'a pas. De plus, il va acquérir cette Bechora, alors qu'il ne peut pas l'avoir, parce qu'il n'est pas né le premier, c'est scientifique, il n'était pas là quand son frère est sorti.
Simplement. Alida est jamais contre Yaakov. Vraiment. Tu ne peux pas sortir le premier. T'as compris? Mais pourquoi? Donc du coup voilà. Mais il va acquérir cette Bechora, il va tout faire pour avoir finalement ce qu'il n'a pas. Il souhaite aussi posséder aussi ce qu'il ne possède pas, c'est-à-dire des traits de caractère, la force, le courage de son frère, mais surtout ce qu'il souhaite avoir, c'est l'amour de son père. On sait que Yitzhak favorise Esav, et je crois que Béla en reparlera justement, mais il pense que en ayant cette Bechora, les choses vont changer, que son père s'intéressera peut-être plus à lui en étant l'héritier en fait. Et justement en fait ce que dit Rav Sachs, c'est que il met l'hypothèse que peut-être Yaakov pense que la Bechora et la Bracha sont liées. Et ce que Rav Sachs introduit ici, c'est justement une autre hypothèse que peut-être la Bracha et la Bechora ne sont pas du tout liées et ne vont pas de pair. Moi je vais pas aller dans le sens de Alisa et de Rav Sachs. Je pense que Yaakov c'était bien plus qu'une jalousie. Je vais d'abord me concentrer sur la personnalité de Yaakov parce que pour moi elle est très intrigante. On dit que, comme elle a dit dans l'introduction, il était tam, Yoshev Walim, et Rashi l'explique c'est quoi un homme tam. Donc Rashi, commentateur médiéval, un homme tam c'est une personne qui n'est pas douée pour tromper les gens. Alors ça nous paraît un peu ironique vu tout ce qu'on sait de Yaakov ensuite. Et donc on se dit mais Yaakov est rusé, et pourtant comme aussi a dit très bien été dans l'introduction, c'était quelqu'un de émet, de vérité. Alors j'aimerais juste revenir sur la source parce que c'est important. D'où on sait que Yaakov c'était un homme d'émet. On a une première source dans Micha 7:20. Je vous invite à vérifier. On dit Titen Chesed, Titen émet les Yaakov, Chesed les Avraham. Donc Yaakov représente ce émet et Avraham Avinu, il représente le Chesed, la bonté. Et donc, je vais revenir un peu sur ce fait-là, sur le fait que chaque patriarche avait une mida qui lui était propre et caractéristique. Donc, Avraham Avinu, comme je viens de le dire, c'était Chesed. Yaakov Avinu, c'était la vérité. Et Yitzhak, c'était la Gvura. D'où on voit ça, je pense que ça vient du Zohar de base, mais c'est repris après par des grands rabbinim, notamment de la Chassidoute, notamment Rabbi Menachem Nahum de Tchernobyl, au XVIIIe siècle, qui reprend ça, il explique, il détaille ce fait-là. Il n'est pas médiéval, lui? XVIIIe siècle, non. Un peu après. J'aime bien quand ils sont médiévaux. Et donc, il explique ça. Et c'est très intéressant, c'est pour ça que je vais un peu passer dessus, un peu rapidement, mais c'est important pour expliquer la personnalité de Yaakov. C'est que chaque patriarche qui avait cette mida a dû faire face à des situations où on se dit, mais il fait pas du tout preuve de sa mida. Je prends des exemples, par exemple, Avraham Avinu, il a dû aller sacrifier son fils. On se dit, quand même, sacrifier son fils, c'est pas vraiment ce qui incarne la bonté, où il a dû chasser son autre fils, Ishmael. Donc c'est pas non plus très altruiste, on va dire. Ensuite, Yitzhak, un exemple qui est très prégnant au vu de ce qu'on étudie dans Toldot, c'est le fait que Yitzhak était aveuglé, littéralement, par son amour pour Esav. Il était aveuglé par son amour pour Esav, et donc il était prêt à lui donner une Bechora et une Bracha, comme j'ai dit, pour moi c'est lié, contrairement à ce que disait Alisa. Donc il était prêt à lui donner ça, alors que concrètement Esav avait des comportements très douteux. Donc c'est pas vraiment faire preuve de gvoura. Et donc Yaakov, c'est le troisième patriarche et le dernier, et c'est la même chose. Il va ruser dans Toldot par rapport à son père et aussi par rapport à Esav, mais il va ruser aussi avec Lavan pour pouvoir sortir avec beaucoup de richesses. Et donc on se dit mais comment c'est possible, comment c'est possible. Et en fait ça nous amène à une théorie que j'ai. Faudrait voir, peut-être un peu plus l'approfondir, mais je trouvais ça peut être intéressant de se dire que parfois on est avec des midas naturelles, comme on voit Yaakov, il est né tam, en fait. C'est un homme qui est né tam, Yoshev Ohalim, contrairement à son frère qui est né tout fait, tout poilu, comme a dit Alisa, très fort, voilà, qui aime la chasse, etc. Lui, il est né naturellement bon,
droit plutôt. Et en fait, le fait de naître naturellement, on se dit, est-ce qu'on mérite vraiment cette mida-là quand on est naturellement comme ça? Est-ce que vraiment on a fait l'effort d'acquérir cette mida et de la mériter et de mériter après les bienfaits de cette mida-là? Et donc, je pense que Hachem, parfois, il nous met dans des situations. Alors, on n'est pas des marionnettes, on doit agir. Et je le répéterai après, on verra comment Yaakov agit vraiment de son plein gré. Il n'est pas une marionnette. On verra ça après. Mais que des fois, on est dans des situations et on doit agir contre notre mida. Donc, comme Yaakov, il a dû agir contre sa mida de Hémet. Il a dû tromper son père. Et on doit agir pour pouvoir vraiment... pour pouvoir ensuite voir si après cette situation, on reste toujours Hémet. Et la grosse question, c'est savoir... Est-ce que Yaakov est resté Hémet malgré les situations où il a dû agir contre cette mida-là? Alors, moi, je trouve très intéressant ce que tu as dit sur le fait qu'on est parfois confronté à des obstacles qui nous forcent à contrer notre nature. Mais là, tu ne me regardes pas. Je rigole. Mais je pense qu'on peut voir les choses autrement parce que pour moi, Yaakov n'a pas été obligé de devenir un homme non Hémet. Parce que, Alisa, toi, tu dis qu'il était jaloux, peut-être, qu'il avait des sentiments contradictoires et que peut-être c'était pas l'homme d'Hémet qu'on imagine. Toi, mais là, tu dis non, c'était bien au départ un homme parti avec des midotes de vérité, mais il a été obligé en chemin de filouter, on va dire. Et après, le but était de revenir à sa mida de Hémet originelle. Moi, j'ai l'impression que ce qu'il a fait, c'était le Hémet pur. On ne peut pas être plus Hémet que justement ces coups tordus et coups bas qu'il a tendus à son frère. En fait, un homme de Hémet, un homme qui aime la vérité et qui la recherche, comme ce qui est décrit dans les commentateurs, c'est quelqu'un qui, quand il voit passer une injustice ou quelque chose qui n'est pas contraire qui n'est pas la vérité, agit parce qu'il ne supporte pas de voir la vérité être abîmée. Donc Yaakov a vu qu'un frère aîné allait hériter de quelque chose qu'il ne méritait pas ou qu'il n'allait pas réussir à supporter et que peut-être l'héritage familial allait partir en désuétude, il s'est levé, il a dit « Ah non, mais moi, même si effectivement je reste assis dans ma tente et c'est pas normalement mon rôle, il faut que j'agisse pour défendre la vérité. » Il a vu un Hémet, il a dit « Je vais pas laisser le Hémet partir, je vais pas laisser le Hémet s'abîmer. » Donc, il a défendu une cause. Donc, j'ai l'impression qu'il a embrassé, au contraire, sa mida de Hémet en faisant ça. Il n'a pas risqué quoi que ce soit. J'ai l'impression. Pour moi, on ne naît pas homme de Hémet, on le devient. Mais pourtant, ça vient quand même renforcer notre question au sujet de cette vente de droits d'aînesse qui n'a pas d'impact sur la suite. Alors, quel sens pourrait-on lui donner? Ça renforce justement cette question. Oui, ça veut dire qu'on considère que Yaakov a agi pour des motifs de jalousie ou pour des motifs de Hémet, de vérité, ça ne change rien à la supercherie elle-même qui nous pose problème. Pour comprendre ça, il faut parler donc de la supercherie elle-même. La participation de sa mère est très importante, et entre le père et le fils, il y a un dialogue très étrange qui va s'installer et qui a questionné pendant des siècles les commentateurs. Est-ce que, je vous pose la question, vous pensez que Yitzhak est tombé dans le piège? Est-ce que vous pensez que la supercherie a fonctionné? Moi, j'en suis convaincue. J'en suis convaincue que Yitzhak pensait avoir Esav devant lui. Et d'ailleurs, Laura Chaim, donc commentateur du XVIIIe siècle... Oh, elle rajoute un nouveau commentateur dans son équipe. 18e, mais pas médiéval. Pas médiéval. Qui explique que Yitzhak, il était sûr d'avoir Esav. En fait, il va même plus loin, le Rachaim, en disant qu'il aurait appelé son fils en chuchotant à son oreille. Et donc, il pensait être seul dans la pièce. Sauf que ce qu'il nous dit, le Rachaim, c'est que Rivka, c'était une prophétesse et qu'elle écoutait son mari. Et d'ailleurs, on dit... Rivka, c'est marrant le tir entre eux. Attendez, elle était prophétesse et elle écoutait ça. Non, c'est que Perek Razaïn Pasokhe, on dit Rivka Shomaat Bediber Yitzhak. Ok. Rivka Shomaat Bediber Yitzhak. T'es une bonne femme. Voilà, elle écoute, mais elle écoute au présent. Elle écoute pas, on dit pas elle a écouté à ce moment-là, mais non, en fait, elle l'écoutait. C'est-à-dire que elle écoute. Donc elle est prophétesse. Elle écoute son mari. Et non, mais j'ai vraiment pas compris le rapport. Tu peux me réexpliquer en quoi est-ce que elle écoutait, ça veut dire même si elle n'était pas, on va dire, elle passait pas au moment, enfin, ça veut dire, elle n'était pas en train d'écouter à la porte. Ça veut dire qu'elle pouvait dans une autre pièce et entendre. Le mot. Elle avait une nuit très très développée. Mais non, justement. Oui, non, mais là, c'est pas une... Non, c'est pas ça, on recommence. Non, mais là, c'est pas une anomalie, genre, c'est un truc incroyable. J'ai compris, mais oui. Bah, attendez, je reprends. Un peu d'humour, parce que Bella, elle a fait « Ah, donc elle avait un appareil utile. »
Elle était bien appareillée. Aveugle, la meuf sourde. Et donc, ça voulait dire que pour Yitzhak, personne ne pouvait entendre justement cet appel pour donner la bracha à son fils. Et donc, pour revenir justement à Rav Saks, la première bracha était celle qui était prévue pour Esav. Et elle n'est rien à la bracha d'Abraham. D'ailleurs, la deuxième bracha et la première bracha, donc celle qui est donnée à Yaakov, du coup, et celle qui est donnée à Esav se ressemblent elles sont très proches. Mais à une seule différence près, c'est que quand son frère abusera de son pouvoir, donc quand Yaakov abusera de son pouvoir, eh ben, Esav pourra se défaire du joug. Du joug donc de son frère. Mais la bracha d'Abraham, celle on passe souvent à côté d'elle, c'est celle qui se trouve Perek Rafret Pasuk Bet Gimel Dalet. Ok. Et donc, c'est cette bracha-là, justement, je vous laisse aller dans le texte justement pour la lire, où on parle, on va dire, texto. Justement, en noir sur blanc, il y a écrit l'héritage d'Abraham, la bracha d'Abraham. Et donc, c'est celle-là, c'est au moment où Rivka, elle appelle Yaakov, et elle le prévient que son frère veut le tuer, parce qu'il veut se venger, et qu'il doit partir. Et à ce moment-là, Yitzhak l'appelle. D'ailleurs, il l'appelle comme il appelle son fils béni au tout début. Il l'appelle pour le bénir. Il lui dit, viens, je te donne ta bracha. Et cette bracha-là, c'est la bracha d'Abraham. Mais je suis hyper d'accord avec ce que tu dis, Elisa, parce que j'ai lu justement dans le livre du Rabbi Eli Munk que l'enjeu principal de cette vente du droit d'aînesse, c'était l'héritage d'Abraham. Donc quand on dit ça, ça change tout, parce que je sais pas si on... Enfin, c'était quelque chose d'entièrement spirituel, et l'héritage d'Abraham, si on approfondit le truc, c'est extrêmement... C'est seulement des responsabilités et des devoirs, en fait. C'est-à-dire que c'est des charges lourdes, et Yaakov, en fait, il a tout fait pour les changer, mais on peut plus le voir comme un opportuniste, parce qu'il est venu s'arroger un statut qui ne va lui donner que des responsabilités. Mais on pourra en reparler. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, selon Rav Saks et le Radak, que même si Yitzhak, il aimait son fils Esav, il le connaissait, il savait son tempérament, il connaissait son fils. Il va donc lui donner une bracha qui est faite sur mesure pour lui. Et il se serait jamais laissé berner par l'amour qu'il portait pour Esav. Il n'était donc pas aveuglé par l'amour qu'il portait à son fils. Voilà, c'est ce que dit Rav Saks et le Radak, qui ne se serait jamais... Yitzhak, il avait on va dire, une teneur particulière. C'est Yitzhak... C'est un des patriarches, quoi. Voilà, Donc Yitzhak, ouais, mais Yaakov, il peut être jaloux. Non, mais c'est pas pareil. Ah, d'accord. Sinon, il serait... Ça, préférence. Oui, je sens une petite préférence. Mais si je rebondis, moi je pense que Yitzhak, alors j'ai pas de commentateur qui appuie ça, mais je pense que Yitzhak, il voulait donner la bracha à Esav et pas à Yaakov. Je pense que vraiment il était aveuglé. Et j'aimerais juste rajouter quelque chose par rapport à ça. C'est qu'il y a quelque chose de très intéressant qu'on peut noter, et c'est quelque chose qui saute pas aux yeux tout de suite. Et donc je trouvais ça fascinant. C'est dans Bereshit, donc 9-10, Genèse 9, pasuk 9 et 10. Je vais lire rapidement les psukim. On dit l'Erna, donc c'est Rivka qui parle à Yaakov, et qui lui dit, elle lui demande d'agir parce que Yitzhak est sur le point de donner la bracha à Esav. Donc elle lui dit à Yaakov, Lechna el Hatson, vekachni misham, shne gedai zim tovim ve'ese otam, mat amim le'avira, kasher aev. Donc ce qu'elle lui dit, c'est juste, va préparer un plat que ton père il aime, et ve'veta le'avira, ve'achal ba'avour asher ivarechecha lifni moto. Et elle lui dit comme ça, il va te bénir avant sa mort. Et le choquant, c'est que elle ne lui dit jamais, tu vas te déguiser, tu vas te faire passer pour Esav. Jamais. C'est Yaakov qui... alors on ne sait pas, est-ce que Rivka le sous-entendait? Est-ce qu'elle le pensait? Ça, on ne saura jamais. Est-ce qu'elle lui a dit? Le texte ne le dit pas. Est-ce qu'elle ne le dit pas? Mais en tout cas, si on regarde le texte, on voit que Yaakov, tout de suite, il capte. Et il prend l'initiative, il dit, mais comment je vais faire parce que je ne ressemble pas à Esav avec ça. Donc dans sa tête, il fallait qu'il se déguise en Esav. Et donc on voit juste que Yaakov, il est actif depuis le début dans cette histoire. C'est pas un homme passif. Et Alizé disait au début qu'il serait jaloux parce qu'Esav serait un homme courageux, d'action, etc. Fort et courageux. Et je pense que Yaakov, il était fort et courageux, et c'était un homme d'action. Alors peut-être pas le même genre d'action, mais c'était quelqu'un qui prenait des initiatives. Il est parti
acheter la Bechora. Et là, il prend sa vie en jeu et c'est lui qui prend l'initiative. Et je trouvais ça très intéressant parce que souvent, on décrit Yaakov comme quelqu'un d'un peu passif. Tout à fait. Exactement. Parce qu'on interprète le Yoshev Ohalim comme C'est ça, celui qui ne bouge pas et qui ne sort pas. Bon, après, C'est faux. nous, on essaye de raconter l'histoire comme si on connaissait pas la suite, mais on sait que la suite, la vie de Jacob ne va être que des périples et des voyages et des péripéties. Ah. Donc, ça va être l'inverse. Donc, en fait, nous, on vient de parler du fait que peut-être la supercherie que Jacob met en place avec Rivka fonctionne et peut-être que Yitzhak se laisse berner, mais peut-être que non. Donc, peut-être qu'on peut trouver une réponse entre les deux et dire que, en fait, Yitzhak était dans le doute parce qu'en fait les Mefarshim, enfin les Mefarshim sur ce dialogue très étrange entre le père et le fils sont incroyables, mais c'est dur de trouver la réponse parce qu'on voit que le père, un pasouk sait qui il a en face de lui, un pasouk il ne sait pas. Donc il lui dit viens que je t'embrasse, viens que je te touche, enfin c'est progressif, comme s'il essayait par tous les sens, par tous les moyens de deviner s'il a bien Esav ou Yaakov en face de lui, Yitzhak, et on ne sait pas s'il y parvient, on ne sait pas. On verra à la fin que lorsque Esav débarque et apprend que sa bracha lui a été volée, Yitzhak est pris de stupeur. Donc, est-ce que cette stupeur doit être de la surprise? Et donc, dans ce cas-là, ça veut dire qu'il ne savait pas. Bon, on peut peut-être trouver une réponse entre les deux, un petit micmac qu'on fabrique. Peut-être que Yitzhak ne savait pas. Il était dans le flou, dans le doute, puisque à Kol Yaakov, Ve'ayadaim, c'est les mains de Esav. La voix de Jacob, a priori, c'était bien la voix de Jacob, mais en même temps, il a touché les mains, il a cru que c'était les mains de Esav. Peut-être que Yitzhak a donné une bracha neutre, une bénédiction qu'on va dire, ne l'engageait à rien, où il y avait un peu de tout, un peu de matériel, un peu de spirituel, donc voilà, ton frère te servira, tu auras tout ce dont tu auras besoin, etc. Et après, la bracha qu'il donnera à Esav sera bien pour Esav, et la bracha qu'il donnera en troisième lieu à Yaakov sera bien pour Yaakov. Peut-être. Mais la question est à qui était destinée la première bracha. C'est ça. Donc, moi, comme je l'ai dit juste avant, je pense que la première, elle était vraiment pour Esav et c'était une bracha de Bechora qui destinait à Esav. Je pense que la deuxième bracha qu'il a donnée à Esav, c'était une bracha, on va dire, de rattrapage. C'est-à-dire qu'il a son fils Esav qui l'aime, qui arrive, qui est énervé, qui se dit mais on m'a volé ma bracha. Donc là, Yitzhak qui se rattrape et lui donne une bracha. Et je pense que la troisième bracha, justement, on parle de l'héritage de Avraham Avinu, c'était la bracha qui aurait été donnée à Yaakov si Yitzhak avait pensé que c'était lui qui l'a mérité. Je ne sais pas si c'est très clair. C'était la bracha, en fait, qui était destinée pour Yaakov si Yaakov avait été l'aîné. Donc voilà. Attends, j'ai pas très bien compris. Tu veux dire que Yitzhak, peut-être, dans un coin de sa tête, voulait qu'Yaakov soit l'aîné aussi? Non, je pense pas, mais je pense que, comme tu vas le dire avec Elimon, que je sais pas si je peux pas avancer dessus ou pas. Spoil trop, mais là tu spoil trop. Oui, je spoil trop. Non, mais le fait que Yitzhak, je pense, quand il s'est rendu compte que Esav ne méritait pas, on verra après, que c'était Yaakov qui méritait en gros la Bechora, il s'est rendu compte de quelque chose, on verra après, rapidement. Il a fait une bracha à Yaakov, comme une bracha qu'il aurait faite si Yaakov avait été l'aîné dans sa tête. C'est-à-dire qu'il a sur place, il a refait une bracha. Ah, vous voyez ce que je veux dire? j'ai compris. Ça veut dire que la première bracha, on a Esav, il croit qu'il a Esav en face de lui, d'après toi. Je pense qu'il a Esav. Et donc, c'est le bracha pour Esav, l'aîné. Deuxième bracha, c'est Esav qui n'est plus l'aîné. Qui n'est plus exactement. Parce que Yitzhak maintenant a compris. Ça y est, il a compris. Voilà. Et troisième lieu, c'est comme si dans la tête d'Yitzhak maintenant, seulement, il y a eu la charge des frères. Exactement. Il dit, c'est fini, Yaakov, il a la Bechora, Yaakov est l'aîné, et donc il lui donne une bracha qui est... Lisa n'est pas d'accord. Moi, je trouve, pour un homme mourant, il réfléchit beaucoup. Il n'est pas mourant, en fait. Non, il n'est pas mourant, il sent venir la mort. Mais non, mais là, ça serait, pour moi, c'est de la science-fiction. C'est beaucoup trop... Non, mais c'est beaucoup trop de... Ça veut dire, il aurait prévu trois brachot, mais en fait, normalement, la bracha, si on lit la bracha et la Bechora, ça serait la bracha de l'héritage d'Abraham. Donc, normalement, il devrait avoir la bracha d'Abraham. Je pense que peut-être Esav est aveuglé par son amour, il veut donner la Bechora, mais peut-être justement que comme Esav était ce qui était Esav, c'était pas cette bracha liée à l'héritage d'Abraham qui devait lui être donnée. Après, il faudrait voir en profondeur chaque bracha, mais peut-être que justement, ça lui était pas destiné à cause du caractère d'Esav et de ses actions.
Ouais. Il faudrait La, voir. la question est aussi, en fait, là, on a posé la question, est-ce que Yitzhak s'est laissé berner par la supercherie de Yaakov et Rivka, mais en fait, la question est aussi, est-ce qu'il s'est laissé berner par le caractère de Esav? Et ça, on en parlera dans les épisodes sur Yitzhak et sur Esav. Très bien. Alors, ce serait dur à concevoir que Yitzhak ne veuille pas faire hériter Yaakov, comme si c'était uniquement la volonté d'Hachem et qu'Yitzhak était laissé dans l'ignorance des plans divins. Ça serait compliqué d'imaginer qu'il ne destinait pas cette bracha à Yaakov, quoi. Donc, il y a Yitzhak qui est totalement berné et qui est sur terre, et on a là-haut des choses qui se passent, et il y a Rivka qui est dans la confidence et pas son mari. Ça serait étrange. On voit dans beaucoup de Mefarshim, par exemple, que c'est Hachem qui a nommé lui-même Yaakov, d'ailleurs. Comme si, effectivement, Yitzhak était un peu exclu. Un petit peu exclu de cette narration. Peut-être que la première bracha est pour l'héritage matériel, la première bracha que Yaakov reçoit, et la deuxième bracha qu'il recevra sera pour l'héritage spirituel. On rappelle que Rivka a demandé à Yitzhak, je ne sais pas si vous l'avez dit, a demandé à Yitzhak, il lui a dit « Ton fils Yaakov va partir, va s'enfuir chez Laban, donne-lui une bracha ». Comme si elle lui disait « Fais-lui la bracha qui compte, celle qui est importante ». Bon, est-ce que c'est la deuxième partie de la première? Est-ce que c'est une autre bracha? On pourra en reparler. Donc, soit la première peut marcher pour n'importe qui, car Yitzhak est dans le doute, et Limunk dit dans son livre que l'enjeu principal de l'épisode du plat de lentilles et de la suite est qui va hériter d'Abraham un héritage spirituel, qui sera le troisième père des nations. Et dans son livre sur Bereshit, Michael Eisenberg montre que l'enjeu est aussi qui héritera de la richesse et des terres agricoles que Yitzhak a commencé à manager. Yaakov souhaitait donc endosser ce rôle, il a voulu prendre la suite de ses pères, devenir ce propriétaire terrien et ce père de toute une nation. Et ça ne voulait pas d'une vie faite de devoirs et de responsabilités. Avec tout ce qu'on a dit, on peut commencer à voir les contours de conclusion ou de réponse. Yaakov était doté d'un penchant introverti, avide de savoir et qui vivait loin de la foule déchaînée. Il a saisi toutes les chances possibles pour aller renverser le cours de l'histoire, soit animé par un sentiment personnel de justice et de vérité, comme tu as dit Bella, soit animé par la conscience d'un destin qui se préparait. On le voit comme celui qui a fui souvent, mais il est en fait celui qui est allé chercher toutes les occasions et opportunités possibles pour devenir qui il n'était pas encore. Il rétablit entre son frère et lui, à huis clos d'abord, l'équilibre de vérité, puis ça devient public et il s'attelle à ce que sa mère et son père en aient aussi conscience. Il n'en parle pas, du moins pas dans le pshat, le sens simple. Et c'est peut-être cela le modèle de vérité qu'il nous donne, que nous donne Yaakov. Celui qui n'a pas peur de se faire violence ou de s'altérer en cours de route et qui poursuit la vérité sans le montrer. Donc il reste maintenant à comprendre pourquoi la victime de cette histoire, Esav, l'homme qui ne voulait simplement pas d'une vie impossible et lourde de responsabilités, qui n'aurait de toute façon pas pu endosser, est qualifié d'ennemi public numéro 1 par les Mefarshim, non seulement dans cette histoire, mais pour l'éternité. Nous en reparlerons dans le prochain épisode consacré à Esav, avec volte-face, la Torah et toutes ses phases, dans un podcast. Merci de nous avoir écoutés. Merci beaucoup.